Parce qu'au fond, ce qu'ils ne savent pas, et que vous permettez aujourd'hui de leur faire savoir, c'est qu'en démocratie, le pouvoir appartient au peuple. Comme le pouvoir, une partie de ce pouvoir souverain appartient au peuple, tous les 7 ans, on demande à ces gens-là, moi, les autres, qui n'exercent pas les autres pouvoirs connus comme l'exécutif, le législatif, le judiciaire, on leur demande leur avis sur la cité et sur les acteurs de la cité dans laquelle ils vivent. C'est ça la démocratie. Et vous le faites dans la rue, parce que souvent j'entends dire ici, on ne doit pas descendre dans la rue parce que la police vous y attend. C'est contre la démocratie. La rue, c'est pour nous. C'est là que nous, le peuple, nous exerçons notre pouvoir. Le président de la République, il l'exerce à Etoudi, au palais. Là, on lui a construit un palais pour le faire. Le député, il exerce son pouvoir exécutif à l'Assemblée nationale, au Parlement. M. Kavayege ou M. Nyat ont des bureaux, des sièges. Le juge est au tribunal pour exercer son pouvoir judiciaire. Le peuple qui a un pouvoir souverain a tout le pays comme bureau pour exercer. Je veux que ce soit clair. Oui, mais on va vous retorquer que c'est encadré. Il y a, par exemple, bien sûr, il appartient. La rue ne peut pas se faire au quotidien. Il appartient à ces personnes à qui le peuple a délégué une petite partie de son pouvoir souverain. Voilà. De réglementer tout ça, de gérer. On gère toujours avec des règles qui sont là. Les règles, c'est la Constitution. Les règles, c'est la loi internationale, qui est la loi du président de la République. C'est lui qui va à l'Assemblée des Nations Unies pour légiférer avec les autres dirigeants du monde, ou à l'Union africaine. C'est lui. Et il va là-bas pour le faire. Le peuple qui exerce dans ce pouvoir souverain, personne ne le conteste. On le dit même dans les discours. Il est où? Quels sont ses bureaux? Sinon, la rue. Les urnes. Non, les bureaux. Oui. Les urnes, c'est quand il va s'asseoir dans un de ses bureaux, parce que c'est tout le pays qui est son bureau. Ne le réduisez pas aux urnes. Il va donc, ce jour-là, prendre sa plume, le bulletin de vote, et nommer soit le président de la République, quand c'est une élection présidentielle, soit le député, quand c'est une... ou le maire, ou les conseillers municipaux, quand c'est une élection municipale. Je veux qu'on n'oublie pas ça. Le pouvoir souverain du peuple, personne ne peut nier que c'est le peuple qui, pour que les autres soient légitimes, pour qu'ils soient là où ils sont, avec les pouvoirs qu'ils ont, il a fallu que le peuple aille, comme bientôt, signer le décret qui nomme le président de la République. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont dites dans vos portraits, mais on va aller séquence par séquence. D'accord. Je voudrais commencer par ce qui fait l'actualité. Pour démêler, je ne sais pas si on va dire judiciaire finalement, parce qu'on est perdu un peu dans ce qui se passe. Vous êtes convoqué au tribunal militaire, vous avez été convoqué par le préfet du Vouri. Alors, est-ce que vous pouvez nous situer, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Je sais que vous étiez récemment à Yaoundé, au secrétariat d'État à la Défense. Je sais que vous étiez attendu ici à Douala. Hier, à la police judiciaire. Alors, vous êtes allé où finalement, et vous n'êtes pas allé où? Parce qu'on a dit là, que vous refusez de déférer aux convocations. Non, j'ai un sens civique beaucoup plus élevé que ceux qui me portent plainte. Je suis très strict en matière de respect des règles et des lois. C'est clair. On me prendra rarement en faute quand il s'agit de respecter les différents pouvoirs et ceux qui les exercent sur le terrain. Je suis président du conseil d'administration du REDAC avec le je devrais peut-être préciser pour les Africains qui nous regardent, qui ne connaissent pas forcément le REDAC, que c'est le réseau de défense des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Voilà, c'est ça, le REDAC. Voilà, vous pouvez poursuivre. Le REDAC a comme président du conseil d'administration aujourd'hui le professeur Emingoy Loumou, qui est président de la Commission africaine des droits de l'homme. Je suis sa coprésidente. Comme il n'est pas ici, eh bien, il m'a gentiment délégué une partie de ses attributions pour que localement et quotidiennement, je puisse apporter ce qu'il peut apporter ou ce que nous pouvons apporter au sein du conseil d'administration au bon fonctionnement du REDAC. Le REDAC qui est au quotidien géré par Madame Maximilienne Ngombe, qui en est la directrice exécutive. Justement. Voilà. Alors, s'il faut peut-être situer le contexte, on va dire tout part d'une sortie du ministre de l'administration territoriale qui décide de suspendre plusieurs organisations de la société civile, y compris le REDAC, et ses motifs sont très clairs, financement illicite, apparemment vous avez beaucoup d'argent, on ne sait pas d'où ça vient, et à la suite de cela, des scellés vont être apposés sur le siège du REDAC, et Maître Aliscom, face caméra, va briser ces scellés. Elle sera convoquée par la suite par le préfet du Vouri, une première convocation à laquelle vous n'allez pas pouvoir y répondre pour des raisons que vous avez expliquées. Donc voilà le commencement. Alors dites-nous, premièrement, qu'est-ce que la sortie du ministre de l'administration territoriale provoque chez vous? Monsieur le ministre de l'administration territoriale a
commencé, paraît-il, par signer un arrêté, ou 2 arrêtés, concernant le REDAC. Un arrêté numéro 0121 et non dans le 0122, mais bon. Et là-dedans, il annule le REDAC. Et dans ce REDAC, il se trouve qu'il s'agit du REDAC qui porte le nom de REDAC, Réseau des organisations, qui est une erreur qui a été commise au moment du dépôt des statuts il y a 14 ans à la préfecture, et que le conseil d'administration de l'époque avait demandé de corriger, ce qui a été fait par une correspondance. Malheureusement, on ne peut pas y accéder puisque les locaux sont scellés, pour corriger et pour dire que ce n'est pas le réseau des organisations, non, mais le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale. Il y a un courrier qui a été envoyé et qui devait donc ne pas donner lieu à un arrêté, puisque l'arrêté préfectoral, il suffit quand il y a des modifications dans une association d'informer l'autorité administrative, ce qui a été fait en son temps. Donc l'autre arrêté, il a suspendu les activités pour 3 mois. Voilà, c'est ça, pour 3 mois. Aucun arrêté de ce ministre ne comporte la position des scellés. Aucun. Et donc, quand le sous-préfet vient pour exécuter les décisions de M. le Minat, il outrepasse ses fonctions en apposant des scellés, qui sont forcément illégaux. Parce que le sous-préfet n'a pas le pouvoir d'apposer des scellés. Et si la personne les avait, ce pouvoir d'apposer les scellés, il s'est exprimé par écrit dans un arrêté qui a été lu dans les médias du Cameroun. Nulle part, ce ministre qui a signé ces arrêtés contre le REDAC n'ordonne la position des scellés. C'est pour ça que vous avez décidé de les briser. Mais bien sûr, j'ai trouvé un petit carton comme ça, attaché avec une cordelette à toutes les portes du REDAC. J'ai pris le code pénal, j'ai lu l'article sur le bris de scellés, à quoi ça m'exposait si je les brisais, puisqu'on les appelle pompeusement des scellés. Ça n'en était pas, au sens légal et juridique du terme. Alors, cet article punit la personne qui brise des scellés qui ont été légalement, le terme est dans l'article, apposé. Je me suis dit, comme nous n'avons jamais rien reçu du ministre, on ne sait pas pourquoi on nous en a posé les scellés, si je brise ces fameux scellés, ils seront obligés de m'amener au tribunal. Mais à ce moment-là, il leur appartiendra de rapporter la preuve qu'ils ont suivi la procédure légale en vigueur avant la position des scellés. Ça, c'est bien clair pour cette partie. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que vous êtes traduit devant le tribunal militaire? Parce qu'on n'a pas compris cet emballement. L'emballement, c'est que nous avons affaire à des autorités qui ne sont autorités que pour sévir, que pour être des pères fouettards. Ce ne sont pas des gens qui sont au service du bien-être, de l'épanouissement et du développement du Cameroun et des Camerounais. Ils mettent en avant leur ego, ils vous donnent des ordres illégaux, et ils pensent que vous allez vous aplatir parce qu'on les appelle les autorités. Non, ce n'est pas comme ça. On ne fait pas ça à quelqu'un qui sait quels sont ses droits, que dit la loi et quels sont ses devoirs. Alors, monsieur le préfet m'adresse une convocation sous couvert de la chefferie traditionnelle du canton Bel. Et je reçois cette convocation 1 heure avant le moment où je suis attendue à la préfecture. Je suis furieuse, je suis folle de rage. J'écris en réponse à monsieur le préfet les circonstances dans lesquelles il m'a envoyé cette convocation et qui font que je ne peux pas être à ses bureaux à ce moment-là, surtout que lui-même dit que ses bureaux sont au 2e étage du local qui abrite la préfecture. Je lui dis pourquoi je ne peux pas être là, dans ces circonstances-là. Parce que même si on peut reprocher à notre gouvernance d'avoir contribué à mettre le maximum des Camerounais au chômage, il y en a encore qui ont du travail, qui se créent du travail, qui n'attendent pas des nominations pour avoir du travail à faire ici pour les populations et pour leur pays. Je fais partie de cette catégorie. Donc par conséquent, je lui écris cela, je lui dis que je ne peux pas venir et que je pensais savoir, un préfet doit savoir quand même, je suis avocat, mon cabinet est à 2 mètres, on traverse la route et on est à la préfecture, à Bonandio. J'ai 56 ans de barreau au Cameroun. J'exerce une profession de grande noblesse, prestigieuse, où on parle au public tout le temps. Si monsieur le préfet ne sait pas où me faire trouver, il y a un problème. J'ai peur de sa gouvernance pendant qu'il dirige le département du Vouri. Selon vous, Maître Aldiscombe, pourquoi il prend cette voie de détour ou de contournement pour arriver à vous? Étant l'une des personnes les mieux renseignées de la ville de Douala, il doit savoir que votre bureau est juste en face du sien. Pourquoi il passe par la chefferie du canton Bel, selon vous? C'est une question que je me suis posée et qui a éveillé ma méfiance par rapport à un tel dirigeant qui pense qu'il a le pouvoir de tout faire et le pouvoir de violer les droits fondamentaux de ses administrés, qui sont au-dessus de lui, puisque c'est sur la Constitution où sont consacrés ces droits fondamentaux que son patron suprême, le président de la République, fait serment. C'est le premier job d'un président de la République en régime démocratique, les droits de l'homme.
notre Constitution commence par ce rappel, en préambule. Tout, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc c'est le premier job du président de la République, de son super patron. Alors quand on voit quelqu'un se comporter comme ça, à ce niveau de responsabilité, moi ça a éveillé ma méfiance. J'ai dit, ouh là 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 là. Nous allons rester dans la loi pour gérer cette relation qui s'annonce houleuse. Alors, dans la multitude des convocations, vous avez quand même répondu à certaines. On a dû vous dire pourquoi on vous cherchait. Alors dites-nous, pourquoi on vous cherche tant? Eh bien, alors, ce jour-là, je n'y suis pas allé et monsieur le préfet a corrigé sa convocation. Il me l'a fait parvenir la deuxième, qui me donnait la deuxième date de comparution chez lui. Il l'a corrigé et il me l'a fait parvenir par voie d'huissier. L'huissier n'a eu aucun mal à me trouver et il m'a attendu donc pour le 16 décembre. Je m'apprêtais à y aller parce que je me suis dit, tiens, cette fois-ci, il a respecté quand même, il m'a donné 3 jours entre le moment où je reçois la convocation et le moment où je dois y aller. Sauf que c'était un lundi et dimanche, il m'a fait chercher par mon petit frère Erwin Com, que tout le monde connaît, qui est un RDP6 convaincu et convaincant, pour me dire qu'il a des contraintes de calendrier qui ne lui permettent pas de me recevoir le lundi 16 décembre. Et à ce moment-là, j'ai dit, ok, je vais attendre la prochaine convocation. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était parce qu'il y avait une réunion de CEMAC, où il y avait des chefs d'État africains à Yaoundé. Oui, le sommet extraordinaire. Et que peut-être par prudence, pour ne pas prendre des risques de remous par rapport à ce qu'il avait à faire sur moi, eh bien, il a demandé le renvoi. Et il l'a renvoyé au 19. Entre-temps, mon avocat, un de mes avocats est allé là-bas, Maître Job, pour dire, bon, cette histoire de convocation qui c'est quoi compliqué, je vais aller voir monsieur le préfet pour récupérer la prochaine date, pour qu'on se prépare en conséquence. Et il a été reçu par Mathilde, un préfet qui était dans tous ses états. Il bouillonnait de rage contre moi. Il n'a presque pas reçu. Il lui a dit non, je vais la convoquer par les mêmes moyens que précédemment. Et il ne lui a pas dit grand-chose, sauf qu'il pense, lui, le préfet, qu'il ne sait pas qui il est. Et il a envoyé sur le balcon regarder le dispositif militaro-policier qu'il avait mis en place pour m'attendre. Quand ces faits m'ont été rapportés, j'ai vraiment compris que je devais prendre toutes les précautions qu'exige la protection de mes droits fondamentaux face à quelqu'un qui a de l'autorité. Bien sûr. Alors, j'ai donc décidé de demander à mes confrères qui voulaient bien me défendre. Et parmi ces confrères, il y avait Maître Fotso Faustine, Jebou, qui se trouvait être plutôt en France. Moi, je l'appelais à Yaoundé, et qui ont accepté de me défendre. Maître Fotso Faustine est une RDPciste convaincue, connue, députée RDPC, parce que je ne voulais pas qu'on me voie comme une opposante, qu'on va broyer avec le Molinex, tout simplement pour ma supposée appartenance à une partie d'opposition. Et qu'on oublie les faits et le dossier et la loi voilà. Donc j'ai demandé à ce moment-là à mon avocat qui a accepté de m'accompagner parce que ça allait peut-être adoucir les colères infondées, certes, mais des colères quand même de monsieur le préfet. Elle a immédiatement envoyé une lettre de constitution avec des charges. Elle m'a envoyé la décharge pour dire à monsieur le préfet, je ne suis pas là, je suis en Europe, j'ai subi une opération, mais je rentre le 3. Voulez-vous avoir l'obligeance de convoquer ma cliente le 10 janvier? Je vais l'accompagner à cette audience-là. Monsieur le préfet a reçu la lettre. Et donc, il n'a pas répondu par contre. Là où on nous dit que l'administration est écrite, il n'a pas répondu. Mon avocate a considéré que c'était un OK. Le 10, elle est descendue à Douala, elle m'a récupéré, elle a récupéré Maximilienne Gombe qui entre-temps s'était ajouté à la liste des scélérats du département. Et nous sommes allés chez monsieur le préfet, à son bureau. Maître Fotso Faustine a téléphoné de la salle d'attente pour annoncer que nous étions là. Monsieur le préfet lui a dit quoi? Mais moi je ne les attends plus, je les ai convoqués dans le passé, ils ne sont pas venus. Pour moi, je passe à autre chose. Il lui a dit, mais moi je voulais quand même vous saluer et vous voir. Il a dit, oui, je peux vous recevoir seul, mais je vais d'abord à une levée du corps à la Quintini. À mon retour, je vous reçois, seul, pas eux. Bon, nous sommes rentrés à la maison, et elle a pu aller, et elle a pu rencontrer monsieur le préfet. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, finalement? On est curieux de savoir, parce que moi, jusqu'à présent, je ne sais pas encore pourquoi vous êtes devant le tribunal militaire. Mais je ne sais pas non plus. Mais qu'est-ce qu'on vous a dit quand vous êtes arrivé au secrétaire d'État à la Défense, par exemple, à Yaoundé? Oui, au secrétariat d'État à la Défense, on m'a dit que je finançais le terrorisme. Ah, rien que ça? Oui, que rien que ça. Financement du terrorisme, tentative de déstabilisation du pays, enfin, vous connaissez les formules habituelles dans un panier vide. Hein. Voilà. Donc, alors on m'a demandé de m'expliquer sur le financement du... Et pour ça, on m'a fait écouter un de mes discours que j'avais prononcé il y a 6 ans, en 2019, quand la jeune diaspora camerounaise organisée m'a invité pour assister à leur assemblée générale à Munich en Allemagne. J'étais pas seule, j'ai voyagé avec madame la présidente Kawala, qu'on ne présente pas, et mon confrère maître Sim. Et là-bas, j'ai pris la parole pour annoncer
à la diaspora camerounaise réunie à Munich que j'étais nommé, moi, ministre dans une création de l'Union africaine qui s'appelle le SWAD, The State of African Diaspora, et que par conséquent, ils ne sont plus seuls et qu'il va falloir envisager des mutualisations de la diaspora, c'est-à-dire les Africains descendants, les Afro-descendants. Bien sûr. Oui, c'était ça mon discours. Et que le Premier ministre de cet État-là, 6e région, qui s'appelle, c'est le normalien Louis Georgetin, qui m'avait fait cette confiance de m'appeler à ses côtés pour créer cet État-là de toutes pièces, qu'il était en train de chercher, de lui demander des fonds, et chercher des fonds, et qu'il en a trouvé. Et il était à la recherche d'une banque centrale africaine pour déposer ces fonds qu'il ne voulait pas remettre entre les mains des gouvernements. Et c'est de cet argent que je parle dans mon discours, qu'ils ont considéré que c'était l'argent que j'amenais ici en 2019 pour déstabiliser le régime de M. Biya et pour financer la rébellion. Peut-être au Nozo, je ne sais pas, ou la rébellion, les terroristes. Le mot terroriste existe dans mon inculpation. Alors vous, comment est-ce que vous vivez cela? Ben, je vis ça avec beaucoup de tristesse, pas la peur. Surtout pas la peur. Ça, vous l'avez déjà dit. Mais c'est une grande tristesse, parce que je vais quitter ce pays qui est le mien bientôt, parce que le temps, la montre ne s'arrête pas. On n'aura pas fait bouger les lignes en matière de démocratie. Nous avons fait confiance à M. le Président Biya, en lui renouvelant 7 fois, 7, la confiance du peuple camerounais. Mais est-ce que ce n'est pas là le nœud du problème? Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est le peuple qui lui a fait confiance? Eh ben oui. Quand on voit comment les élections sont organisées, quand on voit tout ce qu'il y a comme tripatouillage, est-ce que le peuple n'est pas victime finalement? Le peuple est forcément victime, enfin. Et moi je suis dans ce peuple victime, qui n'est pas du bord de M. Biya, qui a réussi en 43 ans à diviser le pays en pro et opposant Biya. Selon qu'on vous classe dans une catégorie ou dans une autre, vous avez le droit de respirer ou pas. Vous avez le droit de travailler ou pas. Vous avez le droit de bénéficier de ce qu'un État peut offrir à ses citoyens ou pas. Ils m'ont classé dans la mauvaise catégorie. Parce que, mauvaise pourquoi? Je ne suis pas du RDPC. Dieu m'en préserve d'ailleurs. Je ne serai plus jamais du RDPC. Mais je ne suis pas opposant. Ça, c'est une façon de me dégrader. Je suis du peuple souverain qui fabrique les chefs d'État. En les votant. Ils vont venir me demander de leur renouveler le décret, qui est le vote, le bulletin de vote. Comment est-ce que je peux quitter une position aussi forte, aussi suprême que le peuple, pour aller quémander des voix pour 7 ans de pouvoir? Ben oui. Alors que je détiens tout le pouvoir, en étant là où je suis. Alors Maître Aziz-Kom, je voudrais qu'on revienne quand même sur l'histoire des prisonniers politiques. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment de n'avoir pas suffisamment fait et qu'aujourd'hui vous êtes victime, ou bien vous êtes en train d'être aussi une victime de ce genre de pratique? Tout cela est exact. J'ai vraiment honte qu'on ait laissé ces 2 ou 3 personnes. Non, ils sont plus d'une centaine. Moi, je sais là les plus connus. Je ne peux pas savoir comment ça me fait mal. Surtout ce sentiment d'impuissance. Parce que l'injustice, la violation des droits de l'homme, de nos conventions, de nos traités, qui sont la loi du président de la République, est flagrante, elle est douloureuse. Je ne sais pas quoi faire, parce que moi j'attendais que les ténors de l'opposition se mettent en rang de bataille pour solliciter les gens de la société civile sur une feuille de route bien pensée pour qu'on ait un impact sur la libération de ces personnes, qui me manquent beaucoup. J'aimais bien les écouter. J'aimais bien écouter M. Bibounissa, qui est le professeur. J'aimais beaucoup les écouter. Je les ai vus quelquefois quand je suis allé rendre visite à quelques-uns de mes clients à Kondengui. J'ai toujours eu la larme à l'œil quand je les vois. Quel gâchis. Mais comment on en arrive là, selon vous, Maître Aziz-Kom, qui est dans l'avocature depuis pas mal d'années, comment on peut en arriver à avoir un système qui produit ce genre de décisions iniques, incompréhensibles? Parce que je veux bien qu'on se retourne vers les partis politiques, mais je veux dire, il y a un barreau. Vous êtes garant aussi de cela. Ça veut dire que moi, je me serais attendu qu'en tant qu'avocat, il y ait plus de mobilisation et que même des magistrats qui sont formés, qui sont censés être des professionnels de droit, s'offusquent face à ce qui était, à mon sens, une évidence. Oui, mais non, il faut toujours un leader pour rassembler tout ça. Il faut toujours quelqu'un. Mais vous aurez pu l'être, ce leader-là. Mais oui, mais moi, je ne pouvais pas l'être parce que je n'en avais pas le courage, l'énergie, et j'attendais que ça vienne des politiciens, après tout. Chacun son domaine. Il fallait que les ténors de l'opposition nous convoquent, on se réunit, on se dit, ils nous demandent si on est prêt à se bagarrer, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et qu'on conçoive une feuille de route. Une guerre, ça se prépare comme ça. Il y a quelqu'un qui prend la décision d'entrer en guerre, mais qui s'entoure des militaires, qui s'entoure d'un QG fait de militaires et de civils et de politiques et de tout, et qui conduit le train. C'est ça que je n'ai pas eu. Si je l'avais eu, vous m'auriez vu dans ce train-là. Mais je ne peux pas en prendre la tête. Je ne peux pas. Vous voyez, je ne suis déjà pas militant d'un parti politique, mais mon étiquette ici, c'est opposant. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Opposant. Ne pas être avec le système en place. C'est tout. Mais comment est-ce qu'ils peuvent exiger que les gens soient avec le système en place? Si on nous parle de démocratie, de liberté d'association, de liberté d'adhérer à des partis politiques différents, de donner libre cours à la diversité des opinions, comment?
Comment est-ce qu'on peut encore oser, du côté du pouvoir, nous parler de démocratie? Si tout le monde doit être là à dire, Béni, oui, oui, mais M. Biya, vous êtes le plus beau, le plus... C'est pas possible. Alors, quand on prononce, quand on dit dans son programme qu'on veut que le peuple soit libre, qu'on respecte son serment, on ne met pas les gens en prison pour ça. On ne muselle pas son adversaire politique. Et on n'abuse pas de pouvoir qui vont avec pour les mettre en prison et hors d'état de nuire. On ne fait pas ça. Mais comment est-ce que vous avez apprécié justement ce qui peut être qualifié comme la défiance de l'État du Cameroun face aux résolutions du groupe de travail des Nations Unies qui a clairement rendu une décision par rapport à cette affaire? C'est pour vous montrer que nous allons expliquer cette fois-ci que nous ne sommes pas dans un état de droit, que le président Biya n'a pas été capable de construire un état de droit en 45 ans, en 43 ans. Il n'est pas là. Les faits qui sont de lui le prouvent abondamment. Même si je voulais le soutenir, les faits sont têtus, sont devant moi, je n'aurai pas d'argument. Voilà, c'est lui-même qui montre à la face du monde qu'en 43 ans, le renouveau n'a rien renouvelé du tout. Il a accentué la répression de tous ceux qui ne pensent pas comme lui et qui ne lui caressent pas qui ne le caressent pas dans le sens du poil. C'est clair et net. Qu'est-ce que Bibou fait? Qu'est-ce que les Fogues font en prison? Puisqu'il dit que c'est ça, il a apporté la démocratie, les partis, la multiplicité des partis. Pourquoi il met les partis en face, les membres de ce parti, les ténors de ce parti, les têtes de ce parti en prison? Il faut organiser les championnats avec les règles qui sont en place et qui sont les mêmes pour tous. Et il faut éviter le double emploi. Et il faut éviter d'être l'équipe, le meilleur footballeur, le goal. C'est pas possible. Une équipe, ce n'est pas ça. Vous jouez contre les autres sur la base des règles. Il y a la FIFA qui a conçu les règles, il y a la CAF, il y a la Fédération camerounaise de football, il y a les clubs, il y a une organisation. Où est ça? Puisque dès que vous ne dites pas M. Biya est le meilleur, le plus beau, le plus... Vous êtes appelé opposant. Opposant par rapport à quoi? Est-ce que je suis là pour le voter et pour lui dire tout ce que tu fais bien? Est-ce que mon propre enfant, parce que j'ai de l'argent, parce que je l'aime, je vais lui offrir un bolide et me passer de l'obligation de l'amener passer le permis de conduire? Non. Je suis un parent qui sait le danger auquel j'expose et mon enfant, et le bolide que je lui ai donné, et le reste des usagers de la route. Je suis conscient de ça. Et je dois le faire voir dans les décisions que je prends pour mon fils. Alors, a fortiori, quand on est dans un État dit républicain, nous appartient à tous, qui a des règles, et que celui qui est chargé par moi, par vous, par toi, de ces règles-là, les viole devant vous, l'air de dire, allez vous faire foutre, excusez-moi l'expression, mais c'est exactement comme ça que je ressens les décisions qui sont prises par le président de la République au jour d'aujourd'hui. Alors, Maître Adescom, je vais maintenant prendre la question d'un confrère, ou à l'occurrence d'une consoeur, parce que comme je vous l'ai dit en début d'émission, je ne suis pas le seul qui vous pose des questions, et je vous propose de regarder cette question et d'y apporter une réponse. Très bien. Alors, bonjour à vous en studio, bonjour Jules Domché, bonjour Maître Alice Mbom. Je suis Armel Nga, journaliste chez Dash Media, une chaîne panafricaine basée à Douala au Cameroun. Je suis par ailleurs coordonnatrice de la même radio. Alors, ma question prend le pan des droits de l'homme. On a vu le ministre de l'administration territoriale sanctionner 5 ONG au Cameroun pour blanchiment d'argent et plusieurs autres accusations. Ma question est celle de savoir, est-ce que le Cameroun, qui a ratifié la Convention des droits de l'homme, peut être suspendu par l'ONU pour violation de ses droits? Parce que c'est quand même les organisations non gouvernementales qui sont sanctionnées. Et par ailleurs, on parle des droits de l'homme, puisque ces ONG, notamment le RIDAC, militent pour les droits de l'homme. Est-ce que le Cameroun, lui, il peut être sanctionné s'il continue ou s'il est avéré que par ses actes, il viole les droits de l'homme? Merci. Bonne émission. Merci. Voilà, Maître. Est-ce que le Cameroun risque d'être sanctionné, notamment par les Nations Unies, à travers ces actes qui visent à réprimer les organisations qui défendent les droits de l'homme au Cameroun? Oui, parce qu'il viole les traités qu'on a légalement signés et ratifiés, et c'est lui qui les a signés. C'est la loi internationale, c'est la loi du président de la République. Il peut l'être, malheureusement, dans ces choses-là, à ce niveau-là, quand on sanctionne le Cameroun, c'est le petit qui souffre. Expliquez-nous ça. Parce que, ben oui, parce que si on dit qu'on ne donne plus de l'argent ici, si on dit que les investisseurs ne viennent plus, c'est une sanction par rapport à l'acte que le président a posé au nom et pour le compte du Cameroun. Mais qui va avoir faim? C'est pas eux qui ont accès directement à la caisse dans laquelle tous les Camerounais mettent leur argent. Ils y ont le mot de passe, ils ont tout, ils peuvent accéder à tout moment, récupérer, ouvrir des boutiques, faire tout ce qu'ils veulent. Mais ça, pendant ce temps-là, vous, moi, ici en bas, c'est nous qui souffrons. C'est ça qui est embêtant, c'est ça qui me fait mal au cœur. C'est ça qui fait que je n'ose même pas condamner la gouvernance de M. Biya, parce que je sais que la personne qui va écoper dans son quotidien, c'est le peuple, et j'appartiens au peuple. Alors, Maître Adescom, je voudrais aussi, avant qu'on aille plus loin, qu'on règle un problème. Le ministre a porté des accusations, le ministre de l'administration territoriale, assez graves sur vous et sur vos financements. On sait aussi que les ONG posent problème aussi par rapport à qui les finance. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il est vrai que le RIDAC a tous ces milliards? Parce qu'on parlait quand même des milliards, et le ministre a très bien dit que son attention a été attirée par l'ANIF, l'agence d'investigation financière. Alors, la question que j'ai envie de vous poser déjà, est-ce que vous avez autant d'argent? Et la deuxième question, c'est qui vous finance? Oh là là.
Vous savez qu'il y a une loi sur la liberté d'association. Bien sûr. Qui date de 97. Et ce sont des ONG. Bien sûr. Associations, organisations non gouvernementales. À but non lucratif. C'est clair. Mais ça n'empêche pas l'État de regarder vos activités. Personne ne l'a pas... empêché. Voilà. Je vous ai expliqué qu'on n'a pas reçu une seule lettre, une visite quelque part. C'est maintenant que monsieur le ministre de l'AT, après avoir mis la charrue avant les bœufs, qui nous demande de lui produire nos états, nos rapports, etc. Ce qu'on aurait fait volontiers. Il avait envoyé des gens ici au bureau pour regarder les comptes, pour regarder les livres, ouverts jusqu'à avant de sanctionner. Qu'est-ce qui a permis à monsieur de sanctionner avant d'écouter, avant le procès, avant la condamnation? Les informations de l'ANIF. Et c'est comme ça qu'on fait. Quelle ANIF? Le ministre des Finances est au courant. Vous savez, monsieur le ministre des Finances a sorti. Quand il a entendu ça, que j'entends parler de scellés à droite. Attention, les scellés, c'est pas aussi simple. C'est pas comme ça, c'est pas la procédure. Et il est un des rares ministères à avoir le droit, à un moment donné, d'apposer les scellés. Pas le MINAT. Pas le MINAT. Le MINAT est dans un système de liberté fondamentale d'association. Donc, les associations sont gérées librement pour aider le président de la République sur son champ. Non, mais demandez-nous les parce que sinon, je suis d'accord. On entre dans un désordre. Non, il faut que l'État ait un droit de regard, sinon on peut se cacher. Oui, bien sûr. Il y a une loi, la seule chose, il y a une loi qui encadre ça. Nous respectons strictement cette loi. Alors quand le gouvernement veut faire des contrôles ou n'importe quoi, il y a des règles aussi pour arriver à faire des contrôles. Voyons, moi je ne suis pas contre les contrôles, au contraire, je les sollicite, mais on ne les voit pas. Ça fait 14 ans, bien avant que M. Atangandji ne soit appelé au gouvernement, je crois. Il ne faut pas qu'il y ait depuis 14 ans. Le REDAC existe, le REDAC est connu, le REDAC assiste à... Madame Maximilienne Gombert a même été avec le ministère de la Justice faire des formations sur comment fonctionne une... Nous ne sommes pas une ONG, attention, nous sommes une association. Simple, par déclaration à la préfecture. Alors, nous ne recevons pas des dons. Nous travaillons pour aider le président de la République sur son vaste chantier des droits de l'homme. C'est comme ça qu'ils ont conclu là-bas dans les traités. Alors on peut estimer que votre travail ne porte pas ses fruits, parce que quand on voit l'état des droits de l'homme au Cameroun, il y a de quoi se faire... Les droits de l'homme, c'est pour ça que nous nous battons. Nous n'avons pas le choix. Ça fait 14 ans qu'on se bat. Je peux vous dire que nous avons amélioré beaucoup de choses. Mais nous sommes dans un contexte de pouvoir absolu, d'absence de séparation des pouvoirs. Monsieur le Président de la République, il est la FECAFOOT, il est la CAF, il est les équipes, il est l'arbitre sur le terrain, il est partout. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quand vous voulez aller au tribunal, vous allez le trouver. Vous avez dans la salle d'audience, allez-y aujourd'hui même, dans la salle d'audience de la cour d'appel, sa photo est au dos au mur, est sur le mur, sur le dos du... C'est ça la séparation des pouvoirs? Vous le trouvez partout. Allez à la Cour suprême, qui est un pouvoir judiciaire à part, qui doit être au-dessus de tous les autres parce qu'il régule la paix sociale. Allez là-bas, vous allez voir que la photo du chef de l'exécutif est au plafond, sur le mur, derrière les membres de la Cour suprême. Ce sont des images qu'on voit tous les jours, mais qu'on ne fait pas attention. Mais qui expliquent exactement dans quel système nous vivons. De pouvoir absolu, d'omniprésence d'un seul des pouvoirs à travers le président de la République. J'ai même appris que même le pouvoir législatif lui a consacré le bâtiment qui va désormais abriter l'Assemblée nationale. Vous voyez jusqu'où? Alors, ce sont des choses importantes. Quand vous ne les avez pas reçues, quand vous n'avez pas déverrouillé ce pouvoir absolu des mains d'un seul individu, ne me parlez pas de démocratie, ne me parlez pas de République. Ne me parlez pas des droits de l'homme. Ne parlez pas des droits de l'homme. Alors, il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu, c'est le REDAC, d'où vient votre argent? Parce que moi, en tant que journaliste, je suis curieux de savoir qui finance vos activités. Si vous regardez sur Internet, vous allez voir qu'il y a une série de projets que les gens qui financent les projets, qui tous concernent les droits de l'homme, droit à la santé, parce que les droits de l'homme, c'est tout le monde. Et que c'est la loi du président de la République pour l'aider sur ce vaste chantier des droits humains. Et en même temps pour contrôler le glissement vers une autocratie que tout le monde va regretter. Nous, on est là, dans le peuple, dans les humains, pour essayer de faire notre part pour nous. Le financement nous vient des pays amis qui sont accrédités à Yaoundé et qui sont là pour aider justement eux aussi le président de la République à respecter la loi internationale, dont la plus grande, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais on voit que même ces pays n'arrivent pas. Mais est-ce que... le régime est tellement puissant alors. C'est le peuple seul. Qui a nommé le président de la République? C'est le peuple, non? En principe. Oui, quand vous avez nommé, vous êtes le seul à pouvoir enlever. Et voilà l'année. L'année où vous pouvez exercer votre pouvoir. Si vous estimez que on ne peut que l'enlever au cours d'une élection. Alors, c'est le peuple seul. Vous nous tendez là une perche, parce que là, on va entrer effectivement dans le champ politique. Nous sommes en 2025, c'est une année électorale au Cameroun, et les voix ont commencé à se lever. On va commencer par celle qui a été peut-être la plus inattendue, et la plus résonnante, c'est celle d'une partie, je préfère parler ainsi, de l'église catholique romaine. On a vu le Monseigneur Pléda qui est sorti, on a vu plusieurs évêques à travers le pays sortir pour s'exprimer clairement, et j'ai même envie de dire frontalement, face à ce qu'ils considèrent comme une gestion catastrophique du pays. Ils appellent ouvertement au changement. Vous, comment est-ce que vous avez accueilli ça?
Mais pourquoi on doit féliciter quelqu'un parce qu'il appelle le changement? Le changement est inscrit dans nos veines, individuellement et collectivement, dans nos lois. Oui, c'est pour ça qu'on renouvelle le mandat d'un président de la République au Cameroun tous les 7 ans, aux États-Unis tous les 4 ans. Pas plus. Ça s'appelle le changement. Pourquoi on a donné une telle connotation négative? Peut-être parce qu'on est à mais c'est pas possible. Mais ça m'attriste beaucoup. Ça prouve à quel point on a injecté la dictature et ce qui va avec, la peur, dans les Camerounais. Pourquoi ne pas dire oui, je veux qu'il faut changer? Puisque c'est inscrit dans la Constitution. Le président de la République sait que tous les 7 ans, on va changer. Il a juré sur cette Constitution. Pourquoi on doit punir quelqu'un parce qu'il dit qu'il veut changer? Et en plus, au Cameroun, c'est tous les 7 ans. Et on l'a fait 8 fois pour le même président. Qu'est-ce qu'on peut nous reprocher là? On ne peut pas avoir ras-le-bol. On ne peut pas vous dire ça suffit. On a eu mais pourquoi? Qui a dit qu'on ne doit pas dire ça suffit? Est-ce qu'avoir vouloir le changement, ça doit être une honte pour celui qui dit ça? C'est son droit. C'est son devoir. Il faut renouveler. Et le cycle humain est tel que, à nos âges, 80 ans, moi je sais ce que je n'ai plus, en termes d'énergie, en termes de force, en termes même de vision. Je ne vois plus bien. Oui, j'ai besoin de plus de lumière que vous. En termes de mouvement, bouger, ce n'est plus la même chose. L'arthrose, etc. C'est le temps qui commande. Et qu'on ne nous enferme pas ici, comme si on a un devoir divin avec le président Biya. Mais c'est ce que certains... Le contrat qu'on va signer avec lui, c'est un contrat synalagmatique qui a des devoirs et des droits pour les deux parties. Nous, on lui a donné. Il a donné quoi? La désolation. Quand je vois les Camerounais comme je l'ai fait hier, quand je suis allé acheter mon riz aussi, on est devenus des mendiants de grains de riz dans mon pays. Les gens s'alignent. Ça me fait sauter au plafond. Oui. Je dois rappeler pour ceux qui ne sont pas du Cameroun qu'aujourd'hui, il y a une opération organisée par le ministère du Commerce pour les besoins de la campagne électorale. Qui vend des sacs de riz de 50 kg à 15 000 francs à un prix, disons, le promotionnel. Et il y a des grands communiqués. Pour vous, vous vivez ça comme une humiliation? Pas beaucoup. Une humiliation. Parce que c'est lui qui a affamé les gens. Mais il dit c'est pour lutter contre la vie. Oui, oui, attends. Ouais. Pourquoi c'est devenu si cher? Qu'est-ce qu'il y a dans les caisses de l'État? Ils sont vides. Où est parti l'argent? L'argent de tout le monde. C'est où? Qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, j'apprenais qu'il y a des enfants qui sont nés quelque part, qu'on a transportés dans un carton à l'hôpital, d'ailleurs, sont morts. Parce que l'hôpital n'avait pas de couveuse. Ouais. Voilà. Interrogez tout le monde ici, dans chaque secteur. On va vous parler des choses comme ça. Où est partie la fierté? Qui a tué la fierté du Camerounais? Qui a tué leur envie d'être toujours les meilleurs partout? Maintenant, on va quémander des bols de riz pour être sûr de faire manger les enfants. Je vous assure que ça me fait très mal. Alors, qu'est-ce que vous répondez, Maître Alice Combes, à ceux qui disent que l'Église a outrepassé son rôle? Qu'est-ce qu'elle a outrepassé quel rôle? Le champ politique. Alors, quand on prend l'Église, quand le président de la République prend l'Église pour lui faire sa campagne électorale, pratiquement, on ne dit pas ça qu'il y a une séparation de l'Église et de l'État. L'Église est le porte-parole des douleurs camerounaises. Ils ont des ouailles qui souffrent. Ils voient ces ouailles souffrir. Et ils savent pourquoi ces ouailles souffrent. Et ils s'adressent à la personne qui est auteur de cette souffrance, qui est le président de la République, pour lui dire non, on voit que tu ne peux plus. Et que si tu continues, ça va être encore pire. Nos ouailles souffrent beaucoup. Mais les partisans du président Biya pensent qu'il est encore l'homme de la solution. Mais les partisans, ils et sont pour rester, et si on leur laisse le vote, et pour rester dans le chemin divin, vous savez, il y a eu une militante du RDPC qui a fait un livre pour dire et si Paul Biya était Moïse. Et je crois que le professeur Jacques Famendongo, qui est ministre de l'Enseignement supérieur, lui l'a dit, il est Moïse. Donc vous voyez bien que, contrairement à ce que vous pensez, pour certains, il y a une relation divine entre la longévité de Paul Biya et au pouvoir. Je leur laisse cette position de, comment dirais-je, de Moïse et de ses disciples. Oui, parce qu'on peut poursuivre, hein, Maître Alice, comme le ministre du Commerce qui aujourd'hui vend du riz, a estimé que celui qui s'oppose à Biya s'oppose à Dieu. Donc je veux dire que vous voyez très bien l'ambiance qui règne autour. Donc vous, aujourd'hui, vous êtes en train, entre guillemets, si on reste dans cette logique, en train de vous opposer à la volonté de Dieu. Est-ce que mes croyances religieuses me sont dictées par un gars du renouveau? Pas du tout. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de présenter les Camerounais comme des petits fous, des petits idiots qui ne... Non, il faut arrêter ça. Vous êtes qui pour faire des choses comme ça? Pour humilier les Camerounais jusqu'à ce point-là? Vous êtes qui? Parce que vous êtes ministre? Personne aujourd'hui n'a envie d'être ministre dans un tel gouvernement. Si ça, je ne dirais pas comme vous. Il y a plein de gens qui travaillent au quotidien pour être ministre. Oui, il y a des paresseux partout. C'est la façon la plus facile de gagner facilement de l'argent des autres, que les autres, eux, gagnent très difficilement. C'est pour ça que les caisses sont vides. Parce qu'ils sont là pour bénéficier de la sueur du front des peuples. Pour faire des sortes de bêtises, pour continuer à abrutir les Camerounais comme ils l'ont fait pendant si longtemps. Ça suffit. Mais face à ça, Maître Alice Combes, face à ça, on va vous répondre, qu'est-ce que vous avez fait? On va vous dire, comme certains le disent bien, c'est la volonté des Camerounais, Paul Biya est régulièrement élu, c'est les Camerounais qui lui font confiance, l'opposition est incapable, on entend tout ça chaque fois. Là, nous sommes en 2025, qu'est-ce que vous, en tant que Maître Alice Combes, avez décidé de faire? Parce que ce qu'on dit souvent, c'est que les Camerounais parlent beaucoup et ils agissent peu. Moi qui fais un peu le tour de l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest, je subis ça au quotidien, on dit, mais vous là, vous parlez beaucoup, mais chez vous, vous dites rien. Est-ce qu'ils n'ont pas un peu raison quelque part? Mais non, pas, enfin, ils ont raison parce que c'est ce qu'on voit.
Mais moi, je cherche les causes de ça. 43 ans à mentir aux Camerounais, à les manipuler et à les ramener doucement et insidieusement au pouvoir absolu d'un individu, ça apporte des fruits, ça laisse des séquelles. Ça laisse des séquelles. Oui. Vous pensez qu'il y a un traumatisme? Si, il y a un traumatisme évident. Le peuple camerounais est traumatisé. Il faut aller vers lui pour comprendre, pour entendre, pour écouter, pour celui qui veut bien les écouter. Évidemment, les gens de Yaoundé, vous avez bien vu ici le directeur général de la Sûreté nationale, qui est venu pour une fois. Il a voyagé en voiture pour aller, je ne sais pas où, à Moutenguéné. Il a pris la route. Vous avez vu son émerveillement. Et de plus en plus, on entend et vous avez vu, du gouvernement. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Pour une fois qu'ils sont descendus, eux aussi, dans les rues, en dehors de Yaoundé. Vous les avez entendus. C'est pas moi. Et c'est ce que nous vivons au quotidien. Nous vivons ça. Face à ça, qu'est-ce qu'on fait, maître? Il faut se résigner. Il faut s'organiser. Non. L'élite que vous êtes là, vous avez un rôle important à jouer. Vous allez leur expliquer. Voilà les élections qui arrivent. Les bières et tout ça, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Vous savez que dans le monde entier, en période de campagne électorale, un président républicain descend, se donne la peine de descendre vers ceux qui vont le nommer, le peuple. Le président de la République ne fait pas de campagne. Il n'en a pas besoin. Non, mais envoie les chiffres qui sont les siens posez-vous à la question. Des résultats. Oui, mais pourquoi se donner de la peine et pourquoi on doit faire la campagne électorale quand même à cette occasion-là, 7 ans après? Vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas parce que vous connaissez l'efficacité du moulinex électoral que vous avez mis en place et qui s'appelle la fraude. Point. Vous avez confiance. Vous avez balisé du début dans les textes à la fin, c'est-à-dire à la proclamation. Vous attendez quoi d'une telle élection? Non pas les attributs d'une élection. On ne respecte pas le peuple au moment où il prend sa décision de nommer celui à qui il va remettre sa vie, la vie de ses concitoyens, les biens de son concitoyen, la réputation de son pays. Le président de la République, candidat, ne descend pas vers vous pour montrer l'importance de cet acte que le peuple ne prend qu'une fois tous les 4, 5, 6, 7 ans. Quand il s'agit de signer son décret par de vote, une personne comme celle-ci, nulle part au monde, dans un pays démocratique, ne peut gagner une élection. On ne le connaît pas. Il ne connaît pas les problèmes de ces populations. Il est là pour les appauvrir, leur donner de la honte, parce qu'ils ne sont plus du tout fiers d'être Camerounais. Partout, on leur dit, oui, vous savez critiquer les autres, mais chez vous, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on entend partout quand on voyage. Et cette personne ne viendra pas vous demander vos voix. Il n'en a pas besoin. Il sait où aller les chercher. Il sait comment les chercher. Et une fois qu'il est élu, il vous montre qu'il sait que ce n'est pas vous qui l'avez élu. Parce qu'il ne s'occupe pas de vous. Il ne vient pas vous serrer la main. Il ne vient pas vous écouter. Rien du tout. Parce qu'il sait qu'il n'a pas eu besoin de vos fameuses voix. Il sait appliquer ça tout seul. Il sait le faire. Alors, je voudrais, Maître Aziz, qu'on parle de comment est-ce qu'on fait. Parce que tout le monde dit qu'il faut le changement. Comment? Tout le monde dit Paul Biya ne doit pas se représenter. Ça, certains sont dans cette posture-là, alors que constitutionnellement, il a totalement le droit de se représenter. Non, il a le droit. Mais non, mais attendez, il s'est donné le droit. Hein. Oui, il a fait les textes. C'est lui qui a fait ces textes-là. Oui. Avec comme vision de rester éternellement au pouvoir. Avec ou sans vous. Et il a construit la locomotive qui le conduit de là où il est assis à étudier sans passer par vous. Alors vous qui avez une vision différente, comment on fait pour arrêter ça s'il faut l'arrêter? Réunissons-nous, réfléchissons et proposons quelque chose aux électeurs. Est-ce que vous êtes proche de certains leaders de l'opposition? C'est les leaders d'opposition qui doivent être proches de nous. Ouais. Parce que quand je parle... Oui, c'est eux qui doivent venir vers nous, ils doivent descendre aussi. Ouais. Parce que sinon ils vont nous rappeler beaucoup, M. Biya. Si pendant ces périodes-là, ils ne viennent pas vers nous... Non, je disais ça parce que d'après certaines informations, vous êtes plutôt proche de certains leaders de l'opposition. Oui, mais c'est pas à moi, ça ne me donne pas le devoir d'aller vers eux. Ce sont eux qui vont venir me demander de leur donner le pouvoir. Venir chez vous. Il est venu une fois. Et puis j'en profite pour dire qu'il me soutient dans mon combat, qu'il me balade de la police à l'armée et de l'armée à la police judiciaire. Il m'a très gentiment fait signe pour me dire qu'il comprend le harcèlement, il comprend ce que je vis actuellement et qu'il est de tout cœur avec moi et qu'il va mettre à ma disposition, ses avocats, son collectif d'avocats. Ça, il l'a dit, il l'a écrit, c'est dans les réseaux sociaux. Oui, mais ça ne me donne pas le devoir d'aller vers lui pour parler de l'élection. Ouais. C'est lui qui va venir demander nos voix. C'est lui qui doit regarder à la télévision les personnes qu'il peut recruter pour former qui va expliquer. C'est lui qui doit concevoir ça. Et à la limite, nous, on est là pour attendre, puisqu'ils vont tous nous demander de nos voix. Ça nous permet de mieux connaître, de mieux savoir, de mieux ceci, et de mieux voter. Est-ce que vous êtes inquiète, Maître Alice Combes, pour 2025 Je suis inquiète, parce qu'il y a trop de... Comment dirais-je? Il y a trop de frustration. Et les attentes peut-être démesurées de cette élection, en faveur du changement. Peut-être démesurées, qu'on ne pourra pas apporter. Parce qu'ils sont à la mesure des tourments qu'on a infligés à un peuple pendant 43 ans. Ils sont à la mesure de ça. J'ai vraiment peur. Qu'est-ce qui vous fait peur? Quels sont les ingrédients de la peur? Les gens sont malheureux.
Camerounais sont malheureux. Les Camerounais ont peur de l'avenir, et même déjà du présent. Pas tous, les Camerounais, la plupart, la majorité. C'est la majorité. Moi, je les reçois en tant qu'avocat ou en tant qu'activiste. Je les écoute beaucoup. Ça leur fait déjà beaucoup de bien que je les écoute. Voilà. Mais eux, ils viennent vers moi parce qu'ils savent qu'ils vont trouver une oreille de maman. La maman ne bouge pas pour aller vers les enfants. Si j'étais dans la politique, où je peux de temps en temps aller demander le pouvoir au peuple, je vous assure que j'agirais en allant demander aux leaders d'opinion, aux gens qui sont aimés dans leur localité, de bien vouloir venir avec moi pour que je leur explique et pour qu'ils me servent de relais pour ces explications-là, pour les populations dont ils sont si proches. Oui. Alors, je vais proposer qu'on marque un autre arrêt. Cette fois-ci, on va en Côte d'Ivoire. J'ai un confrère ivoirien qui a une question à plusieurs volets à vous poser. D'accord. Je suis Wakili Alafé, directeur de publication, directeur général de l'intelligence d'Abidjan. Maître Alice Com, bonne heureuse année. C'est avec un honneur que je saisis cette opportunité pour vous poser une question. Une longue expérience dans votre métier. Vous avez la première femme avocate au Cameroun. Vous êtes une doyenne. Pensez-vous que votre parcours, qui est immense, qui est extraordinaire, a pu favoriser l'émancipation des femmes dans le métier et ailleurs au Cameroun? Et quelle est la place du Cameroun au niveau de la participation des femmes dans la vie publique, dans le gouvernement, dans les assemblées élues? Alors merci Maître Alice Com. On a vu la question de mon confrère de l'intelligence d'Abidjan. La première chose, on l'a rappelé au début de l'émission, première femme avocate au Cameroun, a un long parcours, 56 ans quand même d'avocature. Est-ce que vous pensez que cela a contribué à l'émancipation des femmes de manière globale dans le milieu de l'avocature qui est le vôtre, mais plus généralement dans le milieu politique et la vie publique? Oui, quand j'ai commencé ce métier, je savais que comme pionnière, je n'aurais que des obligations et des devoirs. Je savais que les yeux seraient fixés sur moi, auprès des parents, des familles qui ont des filles, et que je devais encourager à ne pas désespérer. Parce que dans beaucoup de familles, autrefois, avoir une fille, c'était pas tellement le cadeau qu'on attendait. Il fallait des garçons. Ma propre mère a dû avoir 11 enfants parce qu'elle voulait avoir beaucoup de garçons. Ayant eu 7 filles sur 4 garçons. Elle a été obligée, 4 garçons c'était suffisant, enfin, mais elle les a eu vers la fin. Donc, je faisais très attention à ne pas faire de ce premier pas un échec, une chute. Surtout. J'ai travaillé comme un malade pour être une avocate qui compte au prétoire. J'ai eu un excellent accueil. Je me rappelle, oh là là, les magistrats de cette époque, il y en a qu'un qui est encore vivant, que je sais qu'il est encore vivant. C'est le président Pierre Ngoula. Ils m'ont très très bien reçu. Et ma première audience, c'était à la cour d'appel, en chambre correctionnelle. Ce jour-là, mes dossiers n'étaient pas en état d'être jugés. Et ceux dans lesquels je défendais l'accusé, j'ai obtenu toutes les mises en liberté provisoire que j'ai présentées au tribunal. C'était un clin d'œil que me faisaient les magistrats de cette époque-là, pour m'accueillir au barreau, comme pionnière. Et depuis, je crois que j'ai impacté pas mal de conscience dans les familles et dans les jeunes filles, mais aussi les garçons. Bien sûr. Puisque aujourd'hui, le barreau compte des milliers d'avocats et des centaines, et même de femmes avocates. Je pense que j'ai impacté quelque part. Parce qu'on est parti de 1 à multiplier. Alors, ce qui peut être intéressant à vous avoir sur ce sujet précis, Maître Alice Com, c'est qu'on peut comparer la justice du temps d'Ahidjo, qui était réputé être un dictateur, à la justice du temps de Biya. Alors, vous qui avez fait les deux époques dans les tribunaux, dites-nous, quelle est la comparaison que vous pouvez faire? Oui, je suis meurtrie de voir comment fonctionne la justice aujourd'hui. C'était mieux avant? De loin. Vous savez, moi qui n'ai pas connu l'ère de loin. J'ai du mal à croire. De loin. Expliquez-nous ça. Parce que la justice d'aujourd'hui est gangrénée par la corruption, la peur du magistrat de ne pas être là où il faut pour être affecté dans une zone qui lui permet d'inscrire ses enfants à l'école, de soigner ses parents, parce que c'est pas partout. Un magistrat, on peut l'affecter dans des zones dangereuses, selon qu'on le perçoit comme un opposant, parfois, ou là où le tribalisme peut les envoyer, dans des endroits moins sûrs, moins juteux. Voilà, c'est ça les critères aujourd'hui. La justice est gangrénée par ces fléaux-là. Ce n'était pas du tout le cas. Je vous ai cité le président Ngoula. Comment ils m'ont accueilli à la justice? Nous n'avions pas ce genre de problème. Et les relations entre le juge, le magistrat et l'avocat étaient au top niveau de l'excellence et de la courtoisie. C'est quand même difficile parce qu'on savait, moi, bon, je dis, j'ai pas vécu l'ère Ahidjo, mais de ce qu'on sait, c'est que c'était une ère de dictature pure et que l'arrivée des Biya avait incarné beaucoup plus d'espoir parce qu'on estimait qu'avec Biya, on partait d'une dictature vers plus d'ouverture. Moi, c'est pour ça que je suis un peu surpris et que j'ai du mal à avaler ce que vous me dites. Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'à l'époque d'Ahidjo, c'était une justice aux ordres puisque le président était tellement influent et vous semblez nous dire non, c'était pas forcément comme ça. C'est tout à fait, c'est pas ça du tout. Vous devez suivre les nominations de magistrats et les affectations des magistrats.
Vous devez suivre d'ailleurs les affectations de fonctionnaires dans différentes parties du Cameroun. Vous verrez le tribalisme d'État s'y inscrire en lettres d'or, le régionalisme. Ce que moi je n'ai pas connu quand j'ai commencé. Maître Assilcom, est-ce que vous êtes en train de nous dire de manière subliminale que vous regrettez l'époque Ahidjo? Bien sûr que je regrette l'époque Ahidjo. S'il fallait choisir aujourd'hui entre Biya et Ahidjo, vous préférez retourner... Vous pensez que je vis pas autre chose? Je vous ai dit que je vis dans une dictature. Tout de suite, quand tous les pouvoirs, je vous ai dit ça quand même. Parce que je n'ai pas conclu que c'est une dictature. Mais ce que je vous ai dit, et qui est visible, de l'omniprésence du chef de l'exécutif dans tous les autres pouvoirs, vous pouvez aller le vérifier. Oui, mais c'était déjà le cas avec Ahidjo aussi. Mais non, pas du tout. Ahidjo n'avait pas du tout de tribalisme. Ahidjo a eu à diriger le Cameroun et à construire un État, de toutes pièces. C'est une manière de faire, maître Assilcom. Mais c'est bien normal, vous faites des omelettes sans casser les œufs. Mais après avoir fait tout ça, qu'est-ce qui justifie que ça continue? Le régionalisme continue et bat son plein partout. Qu'est-ce qui explique ça? Rien, puisqu'il a fait le job avant. Le sale boulot, le président Ahidjo l'a fait. Moi, Ahidjo et moi, il est du nord, moi du sud, je suis chrétien, il est musulman, il était de cette génération de la décennie, bien au-delà de ma décennie de naissance. Mais le président Ahidjo, je déposais une demande d'audience en bas, à la Guérite. J'avais un retour. Il me recevait. Le président Biya, il vous a jamais reçu? Je n'ai jamais vu le président Biya qui m'a reçu quand il était Premier ministre. Est-ce que vous avez demandé à le voir? Et pourquoi je dois demander à le voir? Mais avec Ahidjo, vous demandez, vous déposez une demande. Je laissais un mot. Ouais. Mais aujourd'hui, vous laissez un mot. Les politiciens sont en train de se plaindre qu'ils ont laissé un document important là-bas sur le code électoral. Il ne l'a pas vu. Mais moi, je pose la question. Non, mais il ne l'a pas vu. C'est vrai ou faux? C'est ce qui se dit maintenant. C'est la déclaration de... Eh bien, alors, madame, mais oui, mais elle ne ment pas. Non, je n'ai pas dit qu'elle... Elle ne l'a pas reçu. Je pense qu'ils ont même une décharge. Vous voyez déjà, l'organisation de la présidence n'est pas la même. Le passage de l'administré que je suis, du peuple citoyen que je suis, je n'ai aucun accès à étudier. Je vais commencer comment? Mais je posais la question à dessein, maître Assilcom, parce que d'après mes indiscrétions, je sais que vous avez connu le président Biya avant qu'il ne soit président. Bien sûr que je l'ai connu, que vous et aimé, et voté pour lui au début. Voilà. Il faut le dire aussi. Mais selon vous, vous qui l'avez côtoyé, qu'est-ce qui a pu bien se passer? Il s'est passé qu'il a voulu durer au pouvoir plus longtemps que son prédécesseur et qu'il s'est servi de tous les moyens qui ne peuvent être que les moyens de la dictature. Parce que si vous avez comme projet de vie de mourir au pouvoir et d'y rester à vie, il y a des choses auxquelles vous êtes obligé de vous affranchir. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent... Est-ce que vous comprenez que c'est une logique de dictature? Je comprends très bien. Voilà. Donc ça ne peut pas être la même chose. N'oubliez pas que le président Ahidjo a dit je ne m'éterniserai pas au pouvoir et il ne s'est pas éternisé. Après 25 ans, il est parti. Il a cédé le pouvoir. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question de savoir que dans les discours d'Adon, ils vont rester là, il est Moïse, il doit rester, vous me l'avez dit. Oui. Donc, est-ce que ça correspond à ce que Ahidjo disait, que je ne veux pas m'éterniser au pouvoir, et qu'il a fait? Et nous, on est à 43 ans, Ahidjo l'a fait à 25 ans. Donc, tout dépend donc de la posture du président Biya. La posture du président Ahidjo, qui dit je ne m'éterniserai pas au pouvoir, ne peut pas être la même que la posture du président Biya, qui lui ne donne aucune limite à la durée de son mandat à la tête du pays. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent qu'il est prisonnier de son entourage? Mais non, mais l'entourage. Le président Biya, qui le peut? Jamais. Vous n'avez pas vu qu'il a mis le professeur Edouard et tout ce monde-là? Si tu oses lever la tête, les marafas? Oui, mais ça, c'était un président Biya en pleine possession de ses moyens. Aujourd'hui, on le sent. Mais moi, je n'ai pas son bulletin de santé. Il devrait pouvoir nous montrer le bulletin de santé de la personne comme elle. On sait qu'il a été, par exemple, absent du pays pendant longtemps pour des raisons évidentes liées à son état de santé aujourd'hui. Est-ce qu'on nous en parle? Est-ce qu'on nous considère comme les patrons qui l'ont mis là? Qui l'ont nommé là? Est-ce qu'on nous traite comme ça? On n'a même pas droit aux informations les plus élémentaires du nôtre mandataire. Parce que c'est un mandat. Nous sommes ses mandants. On n'a même pas le droit de savoir. Même pas. Lui, il a de jolis avions pour voyager. Nous tous réunis, on a des petits coucous comme compagnie aérienne nationale. Vous voyez bien? Comment voulez-vous? Ahidjo, c'était la grandeur de Camer. Il nous a mis des 737. Et oui, Camer était là, et on voit très bien. Je peux m'empêcher de rire parce que quand vous parlez effectivement de la Camer, vous nous faites faire une parenthèse. C'est justement que j'ai été frappé par le fait que les non-camerounais, quand ils nous parlent de la Camer, c'est avec une admiration. Extraordinaire, mais ils sont aujourd'hui dépités de savoir que... On a des petits coucous qui ne marchent pas. Le billet d'avion a pourtant quintuplé. Oui. Il y a un des doigts là aujourd'hui, c'est pratiquement 100 000 francs. C'est l'heure la plus. D'ailleurs, ça change comme à la bourse. Et vous venez maintenant, je peux vous vendre ça à 100, mais quelqu'un d'autre, je vais lui donner à 148 et il va prendre. Oui. On sent que vous avez mal du Cameroun que vous avez connu, maître Assilcom. Trop mal. On sent que vous avez un peu de l'amertume. Plus que ça, il y a de la colère aussi dedans. Il y a de la colère. Et je vois que je peux rien. Est-ce que c'est peut-être pas ça le blocage? Parce que la nouvelle génération ne connaît pas ce Cameroun rayonnant à travers l'Afrique et le monde. Écoutez, n'a pas connu ça. Et peut-être n'ayant pas eu ces éléments, n'arrive pas à comprendre ce que vous ressentez. Oui, mais alors il faut leur expliquer. C'est notre devoir de leur dire que contrairement à ce qu'on dit, c'est un dictateur. Ils sont en train de vivre une dictature là. On le leur reprochera aussi demain. Ils sont en train de vivre une dictature, c'est quand une seule personne a tous les pouvoirs en main et les exerce sans contrôle. Seul. C'est ça la dictature. Est-ce que ce que vous vivez aujourd'hui là, ça ne ressemble pas à ça? On vous dira qu'il y a
les partis de l'opposition, il y a plusieurs médias. C'est pour ça qu'on étiquette les gens, c'est pour ça qu'on les étiquette en opposant, pas opposant, où on bipolarise la vie ici, où vous êtes pour, où vous êtes contre et on vous combat. Le MRC en sait quelque chose. Ils ont passé 7 ans à vouloir l'écraser pour que c'est cette vague qui a caractérisé les premières élections pour réduire ça en une eau, un ruisseau où l'eau coule pour eux. Vous le voyez, non? C'est visible. Alors, j'ai envie qu'on avance dans l'émission et il y a un phénomène, ce sont les réseaux sociaux. Oui. Là aussi, on vit toutes les tensions, toutes les divisions, le tribalisme exacerbé. Quelle est la relation que vous avez avec justement les réseaux sociaux, Maître Alice Combes? Les réseaux sociaux, j'y suis. J'ai une petite équipe de jeunes enfants qui m'encadrent un matin et qui m'aident à être au courant, à être dedans, pour en tirer les meilleurs bénéfices possibles et aussi pour me connecter surtout avec davantage d'enfants disséminés dans le monde et avec lesquels je tiens à garder le contact pour leur léguer ce que je pourrais avoir à leur léguer d'une époque que nous n'avons malheureusement pas connue, mais sur lesquels ils pourraient tirer un certain nombre d'enseignements et peut-être un peu d'espoir. Parce que cette époque est révolue, mais nous voici en train de la regretter. Ouais. Et celle d'ici aussi va passer et ils pourront la regretter ou pas demain. Alors, il y a une rubrique dans cette émission, c'est l'empreinte digitale de l'invité. Donc, je vais vous proposer de voir qui est Maître Alice Combes sur les réseaux sociaux ou sur Internet de manière générale. D'accord. Voici Maître Alice Combes, hier. La voici aujourd'hui. Première Camerounaise avocate, combattante acharnée au front de la cause homosexuelle, avec dans sa liste de mire l'article 347 bis du Code pénal camerounais. Nous vous emmenons par réfraction dans sa vie digitale. Rendue célèbre par sa profession, nous passons au scanner, notre invité du jour, pour jauger sa réputation numérique. Quand vous tapez Alice Combes sur un moteur de recherche, les résultats obtenus vous donnent accès sur les mots-clés homosexuels, LGBT, avocate entre autres, de la cause des personnes à faible revenu et vulnérables qu'elle défend. Elle disait ceci à propos sur la BBC. Je défendrai toujours les homosexuels, car on les jette en prison comme des chiens. Avant d'ajouter que l'homosexualité reste une arme politique au Cameroun. Sur Jeune Afrique, la militante des droits de l'homme soutient que l'homosexualité n'est pas importée, c'est sa répression qu'il est. Sur l'affaire Redac, contre le ministre Atangandji, notamment sa convocation par les services de sécurité, dans une tribune, le député Jean-Michel Nietzsche a appris sa défense en ces termes. Maître Alice Combes ne saurait au soir de sa vie être soupçonné de quelque complotisme ou manigance, que ce soit tendant à renverser le système gouvernant par la force. Ce n'est pas à 80 ans qu'elle va découvrir une nouvelle identité guerrière au point de renverser le pouvoir par les armes, comme le prétend le ministre Atangandji. Ce qui lui vaut des joutes verbales et des accrochages sur les plateaux. Est-ce que le fait de mettre un candidat face à une machine de fraude avérée, huilée, qui fonctionne depuis 43 ans. Figure de la société civile, sa popularité s'avère sans limite. Ajoutez-y de l'amour comme elle en donne. De l'amour comme elle en reçoit. L'histoire retiendra Maître Alice Combes, l'ancêtre du droit au Cameroun. Bravo, Mom, et beaucoup de courage. Nous, tes enfants, sommes fiers de toi. Tu es un modèle et même un professeur qui, en partie, nous explique nos droits. Love you, Mom. Maître, vous êtes une référence mondiale. Votre engagement et votre résilience face aux défis doit être enseigné dans des écoles. Impossible de ne pas vous aimer. Vous êtes amour. 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 Si quelque chose de mal t'arrive avant moi, je vais beaucoup souffrir, Mom. Prends bien soin de toi. Nous sommes plus nombreux à t'aimer que la minorité qui te déteste. Dieu veille sur toi, Mom. Si sa cote d'amour est au plus haut dans ses réseaux sociaux, Maître Alice Combes reçoit des flèches décochées sur un tweet de l'humoriste Maman. Pour son soutien de Depso ou pour avoir rompu des scellés. Elle a souvent fait des belles choses, mais là, c'est de trop. Et souvent, quand c'est ainsi, c'est moche. Je ne vois pas encore les spéciales. Il y a bien mieux que le Cameroun. Elles sont très nombreuses. En allant retirer les scellés, elle n'avait pas de problème de mobilité. Elle parle de CNI, elle n'a pas de récépissé. Que le préfet applique froidement la loi. C'est simple. Les institutions demeurent debout. Quels sont ces idéaux? Que défend-elle? Une culture venue d'ailleurs? Arrêtez avec ça. On a l'impression que les Camerounais ne réfléchissent pas, ne sont pas cultivés. Elle défend les innocents, la cherté et la vie, pas les PD. On s'en fout qu'elle soit même la première dame sur la lune, tant qu'elle veut imposer les choses des Grecs chez nous. Venons-en aux data. Nous avons cliqué pour vous et voici l'essentiel des chiffres générés sur les réseaux sociaux par la native de Poutkak dans le littoral camerounais. Premier clic sur Facebook où les publications d'Alice Combes portent sur sa vie publique et privée. Elle a 2 comptes. Celui-ci avec 13 000 followers et ce compte certifié avec une communauté de 4 800 personnes où elle fait en moyenne un post par jour. Elle y est très présente. Son dernier post, au moment où nous relevons ses empreintes digitales, c'est une vidéo de son anniversaire qui totalise 2037 likes, 772 commentaires et 313 partages en 5 jours. Autre clic sur X qu'elle a rejoint en 2013 et où elle compte 3 951 abonnés et 1017 abonnements. Ici, ces tweets se font à une fréquence intermittente. Troisième clic sur Instagram. Ici, on remarque un manque d'engouement dans la mise à jour de sa page. Timidité qui se traduit par 6 chiffres. Seulement 28 followers pour 10 publications. Son dernier post, un audio en 72 heures qui n'enregistre aucun like et 0 commentaire. Le dernier clic, c'est sur TikTok où Alice Combes compte 20 800 abonnés pour 19 abonnements. Sa dernière publication, qui est aussi un audio, cumule à ce jour 22 600 likes. Il sent TikTok au 2e rang des réseaux sociaux où elle est très présente avec des publications quasi quotidiennes. Ainsi va la vie digitale de la PCA, du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, sacré Africaine d'exception en 2012 par le magazine américain The New Yorker. Note de la rédaction 5 sur 10. Mention passable, peut mieux faire. Maître Alice Combes, votre vie est vraiment digitale.
Alors, Maître Alice, comme on vient de voir votre empreinte digitale, on voit que c'est pas ça. Donc, les jeunes autour de vous doivent faire encore plus pour que vous puissiez justement passer ce message qui est important pour vous. Et la chose que j'ai notée, c'est que si vous faites l'unanimité dans vos carrières d'avocat, dans les combats qui sont les vôtres, par contre, il y a un sujet qui divise. C'est l'homosexualité. Vous défendez justement les personnes homosexuelles depuis des années, et ça ne vous fait pas que des amis. Et on a pu l'écouter. Oui. Alors, peut-être aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion de préciser le sens de ce combat. Parce que vous avez dit, comme on l'a vu dans l'élément, l'homosexualité est une arme politique au Cameroun. Oui. Pourquoi vous le dites, Maître Alice Combes? Oui, parce que les politiciens savent que parmi leurs militants ou les votants, il y a beaucoup qui sont bloqués dans leur tête par rapport à ce sujet. Et où ils peuvent facilement détourner un électorat en disant il va légaliser l'homosexualité et vos enfants vont avoir, je m'excuse, des anus troués. Alors, ça, c'est une manipulation exécrable. Parce qu'un homosexuel, c'est d'abord votre enfant. Vous l'avez porté dans votre ventre comme tous les autres enfants. Vous ne les avez pas identifiés par le genre. Cet enfant naît et à un moment donné, il découvre qu'il est attiré sur le plan de la sexualité par des gens qui sont comme lui, des hommes du même sexe, pour dire les choses clairement. Mais il entend des discours haineux, homophobes, dans sa famille, avec sa maman, sa grand-mère, qui dit c'est pas bantou, on ne fait pas ça, etc. Mais lui, il ressent profondément. Et surtout, c'est illégal. Par la suite, ça va devenir illégal par les hypocrites, les sournois, les gens qui justement en ont fait une arme. L'homosexualité n'était pas un délit dans le code pénal au début. C'est en 1972 et par voie d'ordonnance, pas par une loi passée par l'Assemblée, qu'on l'a introduit dans le code pénal. Mais ça ne peut pas, juridiquement, pour un juriste, ça ne peut pas être une infraction. Pourquoi? Parce que pour être une infraction, il faut poser un acte qui va porter préjudice à quelqu'un. Sa moralité, sa considération, son patrimoine, cet acte doit porter préjudice à quelqu'un. Moyennant quoi, le juge va examiner le fait matériel et il va réunir ces éléments et il va se dire, mais est-ce qu'il était de bonne foi? Est-ce qu'il a causé un préjudice? Le juge va donc vous condamner à une peine d'emprisonnement, ça c'est pour le public, l'aspect public de la chose, qui perturbe la vie en société, et il va dédommager, accorder des dommages-intérêts à une personne que votre acte, à qui votre acte a fait subir un dommage, qu'on répare par une indemnisation pécuniaire. Prenons le cas de l'homosexualité. L'homosexualité, d'abord, c'est forcément un commandement divin, c'est un acte d'amour. Parce que même dans une relation homosexuelle, l'amour se prouve par la sexualité. Et vous savez que l'Église a été très réfractaire par rapport à ça. Oui. Donc, je veux dire, quand vous dites divin, c'est un commandement. C'est un commandement quand on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la même Bible qui dit l'homme quittera sa mère. C'est un commandement, ça fait partie des 10 commandements. Et c'est le deuxième. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose de personnel que vous avez en vous. Vous aimez, vous ne savez pas pourquoi. Vous êtes amoureux, vous avez connu 10 000 femmes pendant votre... Un matin, vous décidez qu'une, vous allez l'amener à la mairie pour faire un acte de naissance et elle sera... Un acte de mariage. Un acte de mariage, pardon. Et elle sera la mère de vous, de vos enfants, puisque vous, c'est votre continuité. Donc aimer, c'est un acte sacré. C'est tellement sacré que dans nos constitutions, dans une république, on protège le lieu où ça se passe. La vie privée, elle est sacrée. Les mots ont un sens. La vie privée, c'est votre sexualité en premier. Ça se passe chez vous. Et le domicile lui-même est sacralisé par le principe de son inviolabilité, un principe constitutionnel. Oui, maître, alors, oui, terminé, si vous me dites que c'est un délit, comment vous allez prouver ce que je fais chez moi, puisque la loi a déjà anticipé, pour protéger justement ma sexualité, que j'assume librement, avec un partenaire qui est capable de donner son consentement et librement? Comment vous allez constituer un dossier que vous allez amener au tribunal, que vous ne pouvez pas apporter les preuves? Moi, oui, je veux qu'on sorte de cette question parce que je ne voudrais pas qu'on s'étende là parce que c'est un débat qui peut être très complexe à la fin. Mais j'ai envie de dire, c'est qui pose problème. Et là, je me fais peut-être le porte-voix de ce que j'entends de la plupart des Africains qui nous regardent. C'est le fait qu'on a le sentiment aujourd'hui que l'homosexualité est en train d'être imposée, notamment à certains pays africains. C'est devenu une sorte de conditionnalité. Les droits de l'homme dont vous êtes l'une des ferventes défenseurs se résument finalement aux droits des homosexuels. Est-ce que vous comprenez ce discours-là qui émane d'une certaine population africaine qui est réfractaire à cela? Parce que j'ai envie de dire, à la limite, l'homosexualité privée, si c'est privé, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les États sont menacés. On dit on ne va plus faire ceci si vous ne reconnaissez pas, si vous ne dépénalisez pas l'homosexualité. Est-ce que ce n'est pas ce chantage-là qui révolte totalement les Africains? La dépénalisation, ça rentre dans les droits de l'homme. Ça rentre dans les obligations du président de la République et du peuple camerounais, puisque c'est dans la Constitution qui commence par la déclaration universelle. Les droits des hommes ont la caractéristique universelle. Les mêmes pour tous, égaux. Vous ne pouvez pas exclure votre enfant ou moi ou mon ami
de la bénédiction, de la protection, de la Constitution, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'homme, c'est-à-dire tout le monde. Non, 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 il faut le savoir. Non, j'entends ce que vous dites. Vous ne pouvez pas exclure quelqu'un de cette protection. On va vous rétorquer que ces droits de l'homme universels ne peuvent être universels dans un sens et pas dans l'autre. Vous savez par exemple que dans certains pays, notamment occidentaux, vous ne pouvez pas être polygame. Alors que c'est considéré chez nous comme une liberté. Non, la polygamie, il y a ceci de... Est-ce que les femmes peuvent épouser plusieurs hommes? Ça dépend des États. Non, il y a des ethnies en Afrique où les femmes sont Si la polygamie est légalisée, ça veut dire que vous n'avez pas la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit, quel que soit le sexe, une femme a les mêmes droits qu'un homme. Si tu as le droit d'avoir plusieurs femmes, la femme doit avoir le droit d'avoir plusieurs hommes. Non, c'est pour dire que c'est en fait une déclaration qui n'est pas universelle, elle est à géométrie variable. Parce que est-ce qu'on ne peut pas comprendre que ce sont les homophobes qui en font quelque chose de restreint. Non, moi je parle de mon pays. Oui, est-ce qu'on peut comprendre que... Parlez-moi de mon pays. Je suis d'accord, parce qu'il y a des règles, il y a des normes, et des normes d'universalité. Tous les Camerounais se valent. Vous ne pouvez pas me mettre en prison parce que dans le privé, j'ai ma façon d'aimer. J'aime un garçon ou j'aime une fille. Vous ne pouvez pas. Parce qu'à un moment donné, elle a la majorité. Et sa vie privée rentre dans la sphère de la protection. Moi, je vous parle d'une loi qu'on appelle la Constitution, qui pose les principes généraux, valable pour tout le monde, et que le législateur camerounais de M. Yadé Kabaye doit respecter. Il ne doit pas violer ces principes, et c'est résulte d'une loi qui lui est supérieure à la loi que lui prend. C'est une question de cohésion et de cohérence dans la législation d'un pays. Il faut de la cohérence. Vous mettez un pays paix, travail, patrie. Ce n'est pas pour une région et pas pour une autre. On ne peut pas dire que le Cameroun est en paix aujourd'hui alors qu'on a la guerre aux autres. Les Camerounais de là-bas sont des Camerounais et méritent la protection égale, quel que soit le lieu. C'est la même chose pour ma sexualité. Je choisis la personne avec qui je fais l'amour, comme je veux. À condition, et ça c'est une condition qui est valable pour les hétéros, comme pour les homos, que ça ne soit pas un mineur, parce qu'il ne peut pas donner son consentement. Et que ça ne soit pas public, parce qu'il y a un outrage public à la pudeur que je vais commettre. À part ça, vous choisissez votre partenaire, les jeux amoureux, vous en faites ce que vous voulez, vous les choisissez librement, et c'est ça que la loi protège. Pas n'importe laquelle, la loi internationale qui est au-dessus de la Constitution elle-même, et on ne peut pas retrouver ça comme un délit dans le code pénal. C'est un État organisé, structuré. Donc ça veut dire que pour vous, il faut refaire les lois. Si on veut que l'homosexualité reste un délit au Cameroun, il faut que ça parte de la Constitution. Mais attendez, un législateur, c'est lui qui a voté la Constitution. Il doit mettre de la cohérence quand même dans ce qu'il vote. Il ne peut pas voter la Constitution aujourd'hui et dire tous les hommes naissent libres et égaux, etc. Le domicile c'est le privé, je protège ça. Vous lisez en prison si vous violez mon domicile. Et ce que je fais dans mon domicile se retrouve au tribunal en train d'être jugé. Comment vous allez faire des preuves devant le juge? Comment? C'est vrai que c'est difficile à prouver. Ça ne peut donc pas fondamentalement être un délit. On vous a compris sur cette question, voilà. C'est dans la sphère de la protection, et pas la répression. Je voudrais effectivement qu'on sorte de là. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission parce que le temps passe très vite avec vous, mais je veux vous donner la parole pour un mot de fin, Maître Aliscombe, parce que je vous sens, je ne vais pas dire rageuse, mais je sens qu'il je suis rageuse. Je sens que ça boue en vous. Vous êtes très en colère, vous êtes, j'ai envie de dire, un peu comme à bout. Qu'est-ce qui vous a conduit à cet état? Je vous ai connu avant, je sais, vous êtes une combattante, on a souvent eu des discussions parfois houleuses, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais là, je ressens une énergie, je ne sais pas où vous la prenez à 80 ans. C'est cette rage de pouvoir laisser quelque chose à la jeune génération. Qu'est-ce que vous allez faire? Et que je ne peux pas, parce que ces jeunes générations, ce n'est pas moi qui les gère, ce n'est pas moi qui ai le pouvoir et les moyens de les gérer. Et je vois comment la gestion est calamiteuse. Et l'impact que ça va avoir sur leur avenir. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à cette génération-là pour sortir de cette émission? Vous êtes l'avenir, vous avez le pouvoir souverain, vous êtes nombreux. Vous, les femmes, les jeunes, ne vous laissez pas faire. Défendez vos droits, bec et ongle, contre quiconque veut vous les arracher. On va vous accuser de faire un appel à l'insurrection, mais on n'a qu'à le faire, où est mon problème? Je dois dire ça à mes enfants. Qu'est-ce qui m'empêche? Qui va me dicter ce que je dois dire à mes enfants? Non mais attends, il ne manquerait plus que ça. Battez-vous pour votre honneur et les lois de votre pays. Ces lois sont supposées avoir été votées pour vous protéger, pas pour vous asservir. Pas pour faire de vous des bénis oui-oui, des gens qui vont être méprisés, jetés dans l'indignité. Non, n'acceptez pas ça. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui l'avez prêté à quelqu'un. Veillez à ce qu'il respecte le contenu du mandat que vous lui avez donné. C'est votre devoir. Si vous ne le faites pas, ne venez pas nous accuser demain. Alors, il y a des mécanismes dans tous les pays libres où chacun doit pouvoir accepter qu'il peut avoir une défaite à une élection. Il doit l'accepter. Faisons un peu de la politique fiction, Maître Aliscombe. Si jamais il vous était donné l'occasion de rencontrer le président Biya, qu'est-ce que vous lui direz s'il est en face de vous? Je lui dirais, Monsieur le Président, mon Dieu, qu'est-ce que vous m'avez fait comme mal? À ce point? Moi qui, oui. Et je lui dirais les mal qu'il m'a fait. Quand je dis moi, il me l'a fait, mais j'ai dû faire le même mal aux jeunes que j'ai portés dans mon ventre, que j'ai élevés ou que j'essaye d'aider aujourd'hui. Je lui dis, vous n'êtes même pas au courant. Vous avez mis des montagnes entre vous et ces gens-là qui ont besoin de vous. Et pour lesquels vous êtes là. Si vous saviez la pourriture qu'il y a en bas, là où nous sommes tous les jours, elle est partout. Souvenez-vous, vous qui êtes à Yaoundé, en haut au pouvoir, le délégué général à la sûreté a découvert,
en prenant la route, le calvaire qui peut être celui qui veut voyager, qui veut partir d'un coin à l'autre de son pays. Mais ce n'est qu'un petit bout de cette gangrène dont je vous parle. Et bien moi, je l'ai vécu tous les jours au quotidien, avec mes compatriotes, jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, campagnards ou pas. Je l'ai vécu parce que, étant au tribunal, c'est là-bas qu'on constate la vraie misère dans laquelle votre règne a jeté les Camerounais. Et tout a été obscurci. Aujourd'hui, tout le monde veut partir d'ici pour essayer de voir un peu plus loin le bout du tunnel. D'ailleurs, vous-même, vous avez dit quelque part que vous partirez du Cameroun si les choses si ça continue, je ne vais changeaient pas. Oui, 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 oui. À 80 ans Eh bien, si je suis acculé, c'est pas que j'ai peur qu'on me mette en prison. Il pourrait bien avoir envie de le faire pour que je ne parle pas. Oui. Mais vous iriez où? Au Canada? Partout, je serai accueilli. Pour faire rire, mais non, mais je serai accueilli partout. Mais est-ce que vous n'aurez pas envie de lui donner un conseil? Parce que là, vous avez été très dur. Est-ce que s'il fallait lui donner un conseil, c'est ça? Mais il n'a pas besoin de mes conseils, mais il sait comment me les demander. Je suis le président de la République depuis 43 ans, il devrait savoir que j'existe. Il devrait savoir ce que je pense. Nos bureaux, à nous les avocats, tribunal, c'est invivable. La gangrène est dedans. La corruption est rentrée par la grande porte. Et la loi est sortie par la fenêtre à courant. L'équité, qui doit caractériser un jugement. Les magistrats. Vous avez abîmé mon bureau. Vous avez abîmé mes outils de travail, Monsieur le Président. Je ne peux plus être sûr de gagner mon pain à la sueur de mon front dans cette carrière que je fais depuis 56 ans et qui m'a tout donné avant vous. Tout. Et qui est en train de tout retirer. J'ai entendu Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, vous dire qu'il a besoin de magistrats. Il a besoin que vous présidiez le Conseil supérieur de la magistrature pour lui donner des magistrats qui attendent depuis plus de 4 ans. Vous n'avez pas réagi. C'est là-bas que moi je travaille. C'est avec ces magistrats que je travaille. Vous comprenez? Vous m'avez tout enlevé. Tout. Maître Agiscom, merci. Merci. Merci beaucoup.